Désolé, nous avons rencontré un petit souci technique. Voilà, Cour Royale Princesse Batéké, nous sommes de retour. Nous vous présentons vraiment nos excuses. Nous avons rencontré un souci technique avec des branchements, donc raison de cette coupure inopinée. Vraiment, nous sommes désolés. Donc, nous allons passer, suite à l'introduction, nous allons passer la parole à notre écrivain Opiel Ebiansa. Merci à vous, maître, merci à vous d'être resté connecté. Merci, je vous présente vraiment mes excuses. Donc, dans notre folklore, nous allons recevoir un autre écrivain, Opiel Ebiansa. La velabe, mampaba kolokolo, babalandi les allées à la directe. Donc, brûle la muchura. Et vraiment, le direct n'arrête pas d'être interrompu. Je vous présente vraiment mes excuses. Voilà, nous reprenons donc notre direct et nous lançons l'appel à notre écrivain Opiel Ebiansa. Merci à vous, merci pour la patience. Oui, bonsoir, bonsoir Monsieur Opiel Ebiansa. Bienvenue à la Cour Royale Princesse Batéké. Bonsoir Princesse Adeline. Bienvenue à la Cour des Reines, la Cour des Princesses. Oui. Alors, donc, nous sommes sur la Cour Royale Princesse Batéké. Ce soir, le live numéro 31 et le thème de ce soir, c'est le deuil royal selon la coutume Téké, en hommage à notre roi Ngempio. Alors, donc ce soir, nous allons parler des funérailles d'un roi en pays Téké et voir avec vous également ces quelques questions. Donc, à savoir, donc je vais rapidement énumérer quelques questions. Comment annonce-t-on le décès d'un roi? Quels sont les temps forts du cérémonial du deuil? Qui sont les principaux protagonistes? Qui prend part à ces rituels? Qui dirige ce rituel? Alors, c'est à travers ces questions en fait et bien d'autres que nous souhaitons répondre un petit peu à la question ce soir, aux funérailles, au temps de deuil selon la coutume Téké. Donc, nous sommes à votre écoute pour voilà, nous apporter vos lumières et vos connaissances ainsi que votre grande sagesse. Oui, très bien. Bonsoir Princesse, bonsoir à tous mes amis auditeurs du live de la Cour Royale. Hein? Ben, écoutez, nous avons tous ici appris que le mardi 8 juin, une nuit noire est tombée sur Mbé, la cité royale Téké. Cela veut dire que le feu qui, depuis 17 ans, réchauffe le palais, s'est éteint. Donc, porté par la rumeur, la nouvelle a vite envahi le village. Ngempio s'en est allé. C'est en effet en ces termes que les Tékés qui ont souvent peur de prononcer le mot mort, cet événement cruel qui selon eux leur enlève des êtres chers, parlent du décès de leur chef et principalement de Onko, le plus grand parmi eux.
Alors, comment est-ce qu'on annonce la mort de Onko? Onko, comme tel, meurt au palais, reclus depuis son agonie derrière un rideau de raffia, de drille ou de couverture rouge. Une fois le décès constaté, la mort est annoncée plusieurs jours après. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous avons appris que le roi Ngencho est mort le 8, selon la coutume, probablement, il serait officiellement mort quelques jours avant. Enfin, on ne va pas discuter sur cela. Donc, la triste nouvelle est portée à travers toute la contrée par les messagers de la cour. Ceux-ci vont de village en village et enseignent leur tête d'un carré de raffia piqué de tissu rouge. Lorsqu'ils arrivent dans chaque village, à l'entrée, ils sonnent du gong. Écrit tout haut, le feu est éteint, en allusion au feu sacré allumé le jour de l'intronisation. Tous les enfants, plutôt tous les sujets, enfants et adultes de tous les sexes, attachent à cet effet une tige de liane odoriférante qui est la liane de la bénédiction. Car la mort du roi libère des influx magiques maléfiques qui se propagent dans l'air et que seule l'odeur de cette liane s'est monopolisée, captée et orientée. Voilà dans un premier temps ce que je pouvais dire avant de continuer sur les funérailles. Merci à vous, merci pour ces notions et ces connaissances. Et encore une fois de plus, merci à vous d'avoir accepté une fois de plus à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, le peuple téké grandement éploré par cette grande perte, la perte de notre roi. Voilà, donc le peuple téké que nous retrouvons sur l'ensemble du bassin du Congo, en rappel. Donc nous étions au fondement du peuple, au fondement du royaume téké. Nous sommes basés sur le bassin du Congo, donc qui couvre en fait cette étendue allant du Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, le Gabon, la RCA République centrafricaine, le Sud-Ouest Cameroun, le Tchad. Voilà, sur cette étendue se retrouvait en fait, était dressé notre royaume. Donc Sa Majesté le roi Ngampio était donc le 17e roi de notre si beau royaume. Voilà, il a régné 17 ans, donc de 2004 à 2021. Donc, nous allons poursuivre donc avec notre invité Opiel Ebianza. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de live, nous recevons donc ce soir Opiel Ebianza, qui est donc chercheur, historien, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels je vous ai souvent présenté et cité longuement au cours de nos différents rendez-vous hebdomadaires. Donc, en prélude ce soir, donc, nous avons Onko, roi et pontifex téké, donc voilà, qui est donc l'œuvre de notre invité Opiel Ebianza. Donc, c'est un livre paru aux éditions Edilivre. Voilà, donc nous avons ce privilège ce soir d'être guidés et orientés par la sagesse, voilà, de ce grand chercheur, écrivain, historien Opiel Ebianza. Alors, monsieur Opiel Ebianza, donc nous avons vu la question, la première donc selon l'annonce du décès du roi. Deuxièmement, donc je vous adresse ici les différentes questions posées par des internautes. Ils souhaitent savoir également quels sont les temps forts,
les temps forts du cérémonial du deuil du roi en pays Téké? Alors, donc là, il s'agit de dire quelques mots sur les funérailles en fait. Alors, donc, nous avons dit qu'une fois le décès annoncé, tous les sujets s'emparent de ce deuil-là. Mais on ne pleure pas le roi à haute voix. On ne pleure pas comme on pleure n'importe quelle chose à haute voix. On frappe simplement dans les mains en cadence. Et les dignitaires du royaume, une fois informés, sont tous présents, chacun à la tête d'une forte délégation. Et à travers tout le royaume, les activités profanes sont arrêtées pendant 3 neuvaines, soit 27 jours, ce qui équivaut à une lunaison. Alors, sur le lieu du deuil, donc dans la capitale royale, les danses des ancêtres destinées à l'exhortation des esprits animent les journées, les soirées et les nuits. À tout cela se mêle la cacophonie des diverses clochettes, des sifflements de cornes, des chants de griots et autres hurlements stridents qui doivent accompagner la conservation du cadavre, le cadavre royal. En effet, le corps est, selon la tradition, emballé dans des feuilles de bananier sèches, entouré de nattes et de paille de raffia. Et ce travail est l'œuvre d'artisans spécialisés. Et il n'y en a plus beaucoup sur le territoire. Et ce corps ainsi emballé repose à proximité d'un feu de bois où sont brûlées des plantes odoriférantes. Donc pendant une période pouvant aller de 1 à 6 mois, voire 1 an, période qui en fait ouvre les consultations des divers clans pour la succession. Il restera, ce corps donc, le cadavre ici emballé, restera sous la vigilance et la garde des épouses royales, des parents proches, des griots et aussi des dignitaires et visiteurs de marque qui se relaient en attendant l'inhumation. Mais toutes ces funérailles sont dirigées, bien sûr, par celui qu'on appelle le premier vassal. Voilà encore en quelques mots ce que l'on pouvait dire de la cérémonie des funérailles. Très bien. Merci, Monsieur Opiel Ebiansa. Merci pour ces connaissances, ces réponses. Alors, chers internautes, si vous aviez des questions, donc ici en live, n'hésitez pas. Vous écrivez et je pourrai faire donc lecture à notre écrivain pour que vous aussi vous puissiez voilà vous approprier et vous enquérir de ces connaissances, nos connaissances, la culture, notre culture. Donc c'est un live qui nous concerne, nous enfants Téké, nous peuple Téké, comment dire, affiliés donc à ce royaume qu'est le nôtre, un royaume qui nous est légué donc en héritage par rapport au père fondateur ou au fondement donc du peuple Téké. Donc nous nous reconnectons, nous nous reconnaissons enfants de ce royaume. Donc en hommage ce soir, soyons vraiment reconnaissants pour le magistère porté durant ces 17 années par notre roi Ngempio, voilà, qui s'en est allé, qui a rejoint donc le grand cercle de nos ancêtres, bien sûr dans le delà. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Bienvenue à vous. Tout à l'heure, nous avons rencontré un petit souci donc de connexion. Nous avons vu une grande coupure, le temps de nous reconnecter. Vous aurez donc certainement ce live donc en 2 phases, en dépit bien évidemment de ma volonté. Voilà, ce sont des aléas du direct. Donc, je vous prie encore vraiment de nous excuser.
mes excuses, nos excuses. Voilà, le forum Cour Royale Princesse Batéké vous adresse vraiment ses excuses. Donc, vos questions, n'hésitez pas. Monsieur, donc, l'objectif en fait de ce live, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'émission spéciale qui est consacrée aux funérailles de notre roi. Voilà comment nous passons ce temps. Nous allons essayer, voilà, d'exhumer un peu cette coutume. Comment est-ce que le peuple téké passe son temps de deuil, un deuil royal. Bien évidemment qu'un deuil, le deuil d'un roi n'est pas comme voilà le deuil d'un sujet lambda au sein du royaume. D'où la particularité de ce live, donc le live consacré spécialement à cet illustre personnage, donc Sa Majesté le roi Ngampio, qui s'est éteint, comme disait Monsieur Opiel Ndiantia, un autre écrivain chercheur, historien également, que voilà, en pays téké, donc le roi, on ne pleure pas le roi, mais plutôt on célèbre sa grande mémoire, sa grande sagesse, en claquant des mains et également avec ses chants, des horizons funèbres pour accompagner, voilà, l'illustre majesté, voilà, à travers ce voyage vers le delà. Donc, Monsieur Opiel Ndiantia, encore une question des internautes. Il nous demandait aussi à savoir qui sont les principaux protagonistes qui prennent part au rituel des funérailles du roi. Oui, je disais donc que une fois donc la mort constatée et le décès annoncé, en réalité, tous les dignitaires se rendent dans la cité royale et chacun est à la tête d'une grande équipe de danse et d'exhortation. Et tous les soirs, ces équipes rivalisent à la fois d'inventivité et surtout de puissance. Qui de ces dignitaires qui sont venus de tous les territoires seront les mieux vus? Parce qu'en fait, là aussi se joue la succession. Les différents clans sont représentés par ces notabilités. Et donc, je disais que tout cela est supervisé par le premier vassal. Et cela va durer 1, 2, 3, voire 4 mois. Et arrivera finalement l'inhumation. Le jour donc de l'enterrement, ce cylindre, le cadavre déjà ainsi amarré, entouré de paille, de nattes et de feuilles de toutes sortes, est sorti dans la cour du palais. Et là, il est habillé de peau de fauve, de carrés de raffia, de tissu et de couverture rouge. Et le tout est ce jour-là surmonté par une armature polygonale faite de branchages et recouverte de peau de fauve et de tissu rouge. C'est ce qu'on appelle le catafalque. Et ce catafalque sera détaché du cadavre qui lui ira dans la fosse. Et bien sûr, avant de se diriger vers la fosse, le cadavre du roi doit faire le tour du village. Il fait le tour du village au son des tam-tams, de toutes les danses et de toutes ces chansons. Avant d'aller, bien sûr, rejoindre la fosse où se repose, ou bien où doit se reposer le corps. L'inhumation d'un roi donne lieu à un véritable carnaval. Et
sépultures royales sont établies distinctement de celles de la population, du commun des mortels. Les rois sont enterrés soit dans leur village d'origine, donc à l'écart des tombes du reste de la population. Ainsi, nous rencontrons depuis les tombes des rois Ambé, nous les rencontrons à Nko, nous les rencontrons un peu à Ntélé, nous les rencontrons aussi en Gabé et dans d'autres endroits sacrés du domaine royal. Voilà ce qui est de l'inhumation du corps royal. Merci, Monsieur Opiele-Bianza. Merci. Alors, chers internautes, avez-vous des questions? Voilà, notre écrivain est à votre écoute. Si vous souhaitez justement poser des questions, c'est le moment d'échanger. Avez-vous des questions? Benga question. Voilà, on est brave le live spécial. Voilà, écrivons au pied les biens écrivez brave battre. Donc, nda tende, nda sagesima basira kulu, basira kulu, nda tenda livre, a livre mvaranda mala falangini, livre wala maonga, nda tende onko maju la brabe le roi, donc onko le roi donc de m'attendre à livre bas, nda tende esima ba brabe ba kim la tere, donc nda ou ma brabe nga de maya brabe lesa tindangini, les lamfu wa brabe onko wangampio ma kwa ma mardi ou le 8 juin. Donc, Bella quand a question, Bella il pose la question. Bella il pose la question. Bella pose la question de Rayouabe. Bella pose la question de Rayouabe. Voilà. Donc, un petit moment. À vous la parole, chers auditeurs, à vous la parole. Donc, un petit rappel aussi pour les personnes qui arrivent maintenant, qui se connectent. En fait, à travers ce live, en fait, on souhaite témoigner notre reconnaissance. Nous souhaitons également nous incliner par la pensée avec notre cour royal qui se trouve donc en baie, avec toute la famille royale qui est profondément touchée, et nous aussi, nous sommes éplorés. Donc, à l'unisson, voilà, tel que le live numéro 30, nous avons dit, nos parents nous ont enseigné la compassion, nos parents nous ont enseigné ce temps-là. C'est vraiment des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, qu'on n'apprend pas à l'école, le quotient émotionnel. Et nous, en pays Téké, nous sommes vraiment forts et riches de ce quotient-là, le quotient émotionnel. Donc, c'est le moment vraiment de le mettre en lumière, de le mettre en musique, voilà, pour partager ce temps de deuil, se recueillir vraiment avec l'ensemble de notre cour royale, de notre grand royaume Téké. Donc, c'est pour voilà, passer un temps culturel, bien que ce live est peut-être spécialement dédié au temps de deuil et en hommage au roi Ngampio, mais c'est aussi une manière pour nous d'exhumer nos connaissances et notre coutume Téké. Comment est-ce que dans notre coutume nous passons le temps de deuil? Donc c'est là aussi l'occasion de refaire ce repas culturel. Bienvenue à vous pour les personnes qui arrivent maintenant, pour vous qui vous connectez actuellement. Bienvenue à notre roi Fidelin Odunga, William Driver, Audrey Mamadou, Jimmy le banquier, bienvenue à vous, Zita Epiga, Hardy Mamadou, Lunel Okui, bienvenue à vous. Merci d'être là, toujours au rendez-vous hebdomadaire. Notre prince, notre princesse Balzon, notre prince Serge Koussou Owai, bienvenue à vous pour les personnes qui arrivent maintenant. Nous sommes à ce live spécial, inscrit en hommage à notre roi, le lustre Sa Majesté le roi Ngampio, voilà, décédé ce mardi 8 juin.
Et donc ce soir, nous consacrons ce petit moment spécial, voilà, pour témoigner la grandeur qui était la sienne, voilà, d'avoir dirigé notre grand royaume durant ces 17 années, voilà, au trône de ce grand et si beau royaume Téké. Alors, nous allons poursuivre avec notre écrivain, Monsieur Opiel Ebianta, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, je vais encore vous rappeler ici. Donc, c'est notre chercheur, historien, écrivain qui a dit pas mal d'ouvrages que chaque soir, je vous présente. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté l'œuvre de Onko, Pontifex et Téké. Également, la monarchie des droits ancestrales Téké, sacralité, autorité. Voilà, paru à l'Harmattan. Hein, donc, toujours de notre écrivain Opiel Ebianta. Ce livre donc qui a été publié en 2011. Voilà, c'est toujours notre écrivain Opiel Ebianta. Donc, je vous ai vraiment dit, il y a tellement d'œuvres qu'il a inscrit pour nous. Ce travail, ce très très beau repas culturel, comme j'aime à le dire, c'est vraiment pour le peuple Téké. Hein. Ici, vous le voyez, voilà, je vous présente à l'écran. Hein. Donc, l'écrivain Opiel Ebianta, aux éditions L'Harmattan. La monarchie des droits ancestrales Téké, sacralité, autorité, paru à l'édition L'Harmattan, édité en 2011. Donc, le second livre que je vous présente donc de notre écrivain. Nous allons poursuivre pour d'autres questions. Alors, il y a une internaute qui nous pose donc la question, le corps d'un roi passe aussi de maison en maison, enfin, est-ce que le corps du roi passe dans des maisons, des pompes funèbres? Monsieur Opiel Ebianta, voilà, l'internaute Bazon vous pose donc la question, à savoir le corps d'un roi peut être, comment dire, manipulé par des maisons funèbres? Bon, alors, donc, je disais d'entrée que le roi meurt au palais. Oui. Et que donc son corps est gardé dans l'enceinte du palais. Il ne va pas dans nos morgues actuelles. Il est conservé pendant une assez longue période qui peut varier de 1 mois à 1 an dans la cour du palais. Mm-hmm. Et comme je vous ai dit, pour éviter, comment allais-je dire, toutes ces odeurs pestilentielles, hein, ou autres contaminations, il y a des spécialistes, qui connaissent les herbes odoriférantes qui font en sorte que le climat de vie dans le village reste tel qu'il était, sain, allais-je dire. Donc, le roi meurt au palais, pas dans un hôpital. Son corps est conservé dans la cour royale, pas dans une morgue. Mm-hmm. Merci, Monsieur Opiel Ebianta. Balzon, voilà votre réponse. La réponse à votre question apportée donc par notre écrivain, Monsieur Opiel Ebianta. D'autres questions? Je vais remonter le fil. Il y avait une question que j'ai vu passer sans trop prêter attention. Alors, c'était Monsieur Odunga Fridolin, je pense. Alors, oui, le roi Fridolin Odunga nous dit, le roi n'est pas mort, il est monté dans le ciel pour devenir une étoile afin de nous éclairer et nous guider dans une nuit toute banale. Voilà, le royaume Téké, on est d'accord, ok, très bien. Donc, c'est un témoignage de reconnaissance et de compassion. Ah oui, tout à fait, que je partage très bien d'ailleurs. Voilà, merci le prince Fridolin Odunga pour cette compassion à notre royaume et à la cour royale princesse Téké et également à la grande cour de Mbé. Merci à vous, merci. Alors, des questions.
Oui, effectivement, il nous rajoute donc le prince Odunga, il est conservé, mais il ne peut être manipulé par des néophytes. Effectivement, donc monsieur Opiel Ebianta. Et oui, effectivement, c'est ce que je disais tantôt, qu'il meurt au palais, son corps est conservé au palais, sous le regard des grands dignitaires qui connaissent ces choses-là, et non dans une morgue officielle. Je partage tout à fait le point de vue de cet internaute-là. Très bien. Alors, nous allons poursuivre. Très bien pour la question, nous répondez donc. Alors, Hardy Mamadou vous pose la question, monsieur Opiel Ebianta, si les délégations sont autorisées à prendre part aux funérailles du roi. Monsieur Opiel Ebianta? Oui. Reprenez votre question, s'il vous plaît, princesse. Alors, la princesse Mamadou Hardy pose cette question. Les délégations sont-elles autorisées à prendre part aux funérailles du roi? Ah ben oui, tout à fait. Hein? C'est-à-dire que dès la mort annoncée, pour témoigner de leur compassion, des délégations viennent de partout. Elles restent le temps nécessaire, repartent chez elles et reviennent une fois encore pour l'inhumation. De fortes délégations. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que l'inhumation d'un roi Téké est un véritable carnaval. Donc, il y a du monde qui vient de partout. Des curieux, des anonymes, des badauds comme ça qui viennent de partout pour voir cette grande fête de la mort, en fait. Merci, monsieur Opiel Ebianta. Merci. Oui. Alors, encore une question donc posée par d'autres internautes. D'ailleurs, nous avons posté depuis ce vendredi donc l'affiche qui transmettait le thème de ce soir. Donc, plusieurs m'ont adressé des nombreuses questions, parmi lesquelles je suis en train donc de vous transmettre, dont j'ai pris note. Donc, il y a un internaute qui me posait la question, qui vous posait la question, ou qui nous pose la question également, à savoir qui dirige le rituel au cours des funérailles. Ben, le rituel, en général, est dirigé par tout le collège sacré. Le collège sacré qui compte au moins une dizaine de ritualistes, c'est-à-dire ceux qui procèdent à l'intronisation du roi. Et à leur tête, il y a le premier vassal, celui qu'on appelle le Ngaïlini. C'est lui qui dirige, il dirige et à la fois l'intronisation et les funérailles. Parce que, comme on verra bien en conclusion, après les funérailles, tout ne s'arrête pas. Il s'ouvre là la campagne pour la succession. Donc, c'est le premier vassal, en réalité, le Ngaïlini, et l'ensemble des dignitaires qui dirigent les funérailles. Eux, ils fixent, par exemple, les conditions d'existence que j'ai énumérées, c'est-à-dire le nombre de jours où la communauté des sujets doit arrêter de travailler. C'est eux qui, au regard des connaissances qui leur sont transmises par les grands esprits du Mkombali, disent quand est-ce qu'il y aura enterrement du roi. Et c'est eux qui, à un moment donné, peuvent arrêter toute cérémonie, puisqu'il y a, par exemple, des ingérences maléfiques étrangères. Vous voyez, ce n'est pas quand même quelque chose que l'on prend à la légère. Dans ce royaume qui, à l'origine, n'a pas d'armée, son armée est celle de ces grands ritualistes qui sont finalement détenteurs
de la puissance mystico-religieuse du Kwembali. Merci, Monsieur Opiel Bianza. Donc, pour cette question, l'internaute qui l'a posée se reconnaîtra. Et en direct ici, nous avons le prince Serge Koussou Owai qui vous pose cette question, Monsieur Opiel Bianza. Dans quelle position est enterré un roi Téké? Ah, alors, dans quelle position est enterré un roi Téké? Nous allons parler du cadavre en général. Le cadavre chez les Téké n'est pas amarré dans la position couchée. Non. On commence d'abord par faire un rond de feuilles. Un rond de feuilles de bananier. Et c'est sur ce rond de feuilles de bananier qu'on vient installer le corps assis en position de fœtus. Allez imaginer, donc c'est une renaissance, c'est vers une renaissance qu'on nous envoie. Donc, le corps du mort, soit-il au roi ou qui est posé en position de fœtus sur ce carré. Et il est emballé comme ça. Et le jour de l'enterrement, le cadavre n'est pas enterré incliné. C'est le cylindre qui est mis en terre et qui repose sur sa base. C'est-à-dire que le roi est assis comme un fœtus sur ce carré, sur ce rond de feuilles de palme. Voilà, princesse. Merci, Monsieur Opiel Bianza. Monsieur Serge Koussou, voilà, vous aviez votre réponse apportée par notre écrivain, notre historien, Monsieur Opiel Bianza. Voilà, auteur de plusieurs ouvrages. Vous citez, voilà, ce grand travail que ce grand sage, voilà, transmet à ce peuple, notre peuple, le peuple Téké. Donc voilà, toujours de notre écrivain Opiel Bianza, les fondements de l'identité et de l'unité Téké, paru à l'Harmattan, aux éditions l'Harmattan, donc en 2010. Donc voilà, chaque soir, chaque rendez-vous hebdomadaire, donc chaque dimanche, je me fais vraiment ce plaisir de vous présenter, voilà, ce travail, ce grand travail que nous fournit, voilà, notre grand sage, notre grand historien, chercheur, Monsieur Opiel Bianza, qui nous fait également l'honneur ici de partager ses connaissances avec vous en direct, d'où vraiment ce privilège d'être ou d'appartenir à ce si beau peuple, le peuple Téké qui est le nôtre, voilà. Nous avons vraiment cette chance d'avoir ces connaissances en direct et nous n'allons pas, voilà, tarir d'éloges envers cet illustre sage, voilà, qui répond toujours présent à chaque fois que nous convions à nos directs et aux différentes émissions donc, de la Cour royale Princesse Batéké. Encore une question pour vous, Monsieur Opiel Bianza. Le siège de Mbé est-il au fondement même de notre royaume, ou alors le siège de Mbé a connu une histoire bien avant la connaissance que nous avons aujourd'hui, le siège royal? Mais en réalité, Mbé a été choisi comme capitale du royaume Téké avec la colonisation qui a voulu donner un lieu fixe. Sinon, originellement, la capitale du royaume est itinérante. C'est la résidence, c'est le village du roi choisi et intronisé qui devient, pour le temps de son règne, la capitale du royaume. Ainsi d'ailleurs,
Et même sous la colonisation, nous avons vu que la capitale du royaume a un temps été déplacée à Ngabé. Voyez? Donc ce n'est pas faux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fixé la capitale à Mbé, mais bon, on verra bien si, comme on verra en conclusion dans un proche avenir, si le roi élu, ou bien le roi choisi pour succéder à Sa Majesté Ngempio ne réside pas à Mbé, il ne sera pas possible qu'il quitte son village pour venir s'installer à Mbé. Donc, il s'agit d'une capitale itinérante. D'accord. Merci, monsieur Opiel Ebiansa pour cette nouvelle réponse. Voilà, pour l'internaute qui nous l'a posé donc ce samedi en messagerie sur la page Cour royale Princesse Batéké. Je transmets pour toutes ces personnes-là qui ont pris de leur temps, voilà, de nous adresser ces questions, qui sont ici présentées à notre écrivain, voilà, pour apporter ces lumières-là. Merci à vous, merci. Alors, une autre question, c'est à quel moment la capitale, donc je pense que l'internaute souhaite avoir une date ou alors une graduation calendaire sur le temps ou le moment où a été fait ou décidé que Mbé soit le siège du royaume. Eh bien, on peut peut-être pas connaître la date précise, et ça n'a pas été la décision même des dignitaires tékés. En fait, lorsqu'en 1880, De Brazza arrive et signe ce fameux traité avec le roi Makoko, c'est à partir de ce moment qu'on ne parlera plus que de Mbé. Voilà. Et ce traité, lui, il date du 10 septembre 1880. Si on peut donc retenir une date qui fait de Mbé la capitale désormais politique, comme vous voulez, du royaume téké, c'est la date du 10 septembre 1880. Merci, monsieur Opiel Ebiansa. On se laisse quelques instants dans notre folklore, histoire, voilà, de faire la lecture de vos questions, chers internautes. N'hésitez pas, transmettez vos questions. À vous la parole, chers internautes. À vous la parole. Alors, un petit moment de rappel sur ce temps musical. Donc, le peuple téké, voilà, passe ce petit moment de deuil. Nous partageons ce temps de tristesse, que nous soyons téké du Gabon, téké du Congo-Brazzaville, téké du Congo démocratique Kinshasa, téké de l'Angola, téké de la RCA, République centrafricaine, téké du Sud-Ouest Cameroun ou téké du Tchad. Comme je disais précédemment au cours de live numéro 12, la grande marche ou l'itinéraire du peuple téké, lorsque nous avons fait donc cette grande migration. Donc je vous laisse encore, ou alors je vous invite à aller suivre ces lives-là pour comprendre comment est-ce que les populations se sont déplacées du Sahara, lieu où nous étions autrefois basés. Donc nos aïeux et la civilisation étaient quelque part un petit peu implantée sur cette première zone. Donc ensuite c'est suivi donc la migration du peuple téké comme tout peuple, hein, ceux qui sont partis d'Égypte, et voilà, au fur et à mesure donc la migration, nous sommes passés par le Tchad, le Cameroun,
avant de pénétrer le grand bassin du Congo pour ensuite nous établir là, sur cette grande zone toute vierge, pour établir le peuple Téké. Et voilà, d'où aujourd'hui le peuple Téké qui se retrouve sur cette grande zone. Mais avant l'arrivée de la colonisation, ou alors lorsque le fondement du peuple Téké avait été érigé, nos ancêtres étaient à 1000 lieues de se dire que notre peuple serait morcelé par l'avènement de la colonisation et être érigé en frontières et pays et des nations. Donc, grosso modo, ce qu'on retient, c'est que un Téké reste d'abord à la base un enfant même du Kwembali, ce qui nous rattache en fait le témoignage des fondements du peuple Téké, que vous allez voir justement dans le livre que je venais de vous présenter tout à l'heure, Les fondements du peuple Téké, toujours écrit par notre écrivain Opiel Ebiansa, que je vous recommande vivement justement pour vous approprier vous aussi de ces connaissances et de ces notions-là. Donc n'hésitez pas. Nous allons poursuivre dans quelques... Voilà, nous allons poursuivre avec notre écrivain, notre historien, notre chercheur, le sage de notre si beau peuple, le peuple Téké. Encore une question pour vous, monsieur Opiel Ebiansa. Les connaissances Téké, par rapport à la conservation donc, du corps, ces connaissances sont toujours d'actualité ou nous faisons tout simplement appel aux nouvelles technologies de la modernité. Avons-nous encore ces connaissances en pays Téké? Oui, c'est vrai que il nous manque aujourd'hui savants. Hein, quand je dis savants, c'est les savants Téké, c'est-à-dire que c'est un gars qu'on a mal traduit en féticheurs, ces gens qui sont de véritables botanistes. Mais il y en a encore. Il y en a encore qui traitent ce genre de questions selon les méthodes ancestrales et qui ne font pas recours à la modernité. Non, pour le cas présent de la conservation du corps du roi, on ne recourt qu'aux méthodes traditionnelles, celles qui relèvent des connaissances de nos savants, qui, c'est vrai, sont de plus en plus rares, soit parce que, comme nous avons dit, ils ont rompu le lien avec la culture d'origine, etc. Sinon, il existe encore quelques-uns. Il faudrait de plus en plus en former d'ailleurs. D'accord. Alors, pour le, comment dire, la conservation du roi, quelles sont les étoffes utilisées justement pour faire, je ne veux pas dire le sarcophage, mais le catapulte du roi? Comment était-il composé? Oh ben, écoutez, j'appelle ça le cylindre cadavérique. C'est-à-dire, vous avez, dans un premier temps, des feuilles de bananier. Les feuilles de bananier sont une des composantes essentielles. Il y a des morceaux de bois, ce sont donc des petites golettes flexibles qui composent l'armature même interne. Puis viennent les nattes. Les nattes qui sont faites avec du jonc. Et après les nattes sont recouvertes par les tissus de raffia. Et aujourd'hui, effectivement, on fait appel à la modernité sur ces tissus de raffia, ou bien avant ces tissus de raffia, on entoure le corps, on entoure l'armature d'épagne, ces pagnes européennes. Voilà. Et l'essentiel du tissu qui fait l'extérieur, c'est la couverture rouge frappée de dessins de fauve noir, ou bien le tissu lui-même tout rouge. Et c'est surtout de ces tissus-là qu'est fait
le catafalque. Son armature de branchage est recouverte par ce tissu rouge-là. Donc là aussi, il y a prédominance de rouge et de noir. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur la composition du cadavre cadavérique, plutôt du cylindre cadavérique. Merci, Monsieur Opiel et Bianca. Alors, chers internautes, vos questions. Alors, Monsieur Opiel et Bianca, comment dire, combien de temps durent les funérailles d'un roi en pays téké? Monsieur Opiel et Bianca? Monsieur Opiel et Bianca? Oui, oui. Ah. Préfet, je vous écoute. C'est bon, j'avais un coup de fil là, ben je vous écoute, s'il vous plaît. Ok. Combien de temps durent les funérailles d'un roi en pays téké? Ben, le temps, comme je vous disais, une fois la mort constatée, on peut aller de 1 mois à 1 an, voire plus. C'est-à-dire que le corps est conservé, les danses rituelles continuent jusqu'au moment où les sages, les ritualistes décident du moment de l'enterrement. Il n'y a pas un catalogue précis pour dire bien il faut 1 semaine, non. Quelles que soient les causes de la maladie qui ont entraîné la mort du roi. En tout cas, ce calendrier n'est pas un fait profane. Ce ne sont pas des hommes comme ça qui... Non, c'est dicté par les lois mystico-magiques, comme je dis, rapportées par le rêve, par les esprits royaux. Très bien. Merci, Monsieur Opiel et Bianca, pour cette réponse. Alors, des questions, chers internautes. Autrement, je vais ici prendre des questions qui nous ont été, comment dire, mentionnées depuis, enfin, tout au long tout au long de ce week-end, sachant que l'annonce et l'affiche publiée le vendredi. Donc, de vendredi à ce soir, il y a eu une multitude donc de questions que je vais adresser à notre invité. Donc, Monsieur Opiel et Bianca, je vais en prendre une et ensuite vous lire, vous qui êtes présents ici en direct. Monsieur Opiel et Bianca, un autre internaute doit me laisser cette question. Est-ce que nous pouvons nommer ici les essences même utilisées lors des funérailles du roi? Est-ce que la cola fait partie, enfin, c'est un peu, je pense, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est vraiment utilisé pendant ce temps de funérailles? Écoutez, c'est comme un peu presque pour toutes les cérémonies de funérailles. Hein? Qu'est-ce que l'on utilise en principe? Il y a des poulets pour nourrir, non pas ceux qui assistent la famille éprouvée, mais pour nourrir les esprits. Il y a d'abord ces poulets-là. Il y a bien sûr la cola. La cola qui est un incontournable pour accueillir, mais aussi pour nourrir ces mêmes esprits des ancêtres. Et il y a la cendre issue du bois, le bois qui calcine au feu, cette cendre qui est la couleur des ancêtres et avec laquelle ceux qui participent au deuil doivent se recouvrir le corps. C'est la pureté des ancêtres. Ils se protègent. Voilà quelques éléments. Et puis, l'incontournable pagne de raffia ou pagne rouge.
Voilà. En réalité, on ne peut pas prétendre aller à la cérémonie, aux cérémonies funéraires d'un roi habillé en costume. Non. Vous avez votre tissu raffia ou bien votre tissu rouge, et voilà l'apparat d'un bon sujet qui assiste à la mort ou bien aux funérailles de son roi. Merci, Monsieur Opiele-Bianza, pour cette nouvelle notion et en réponse donc à notre internaute qui se reconnaîtra également. Notre auditeur donc en direct ici, le prince Fidelon Odunga, vous pose cette question. Comment partage-t-on l'héritage du roi vu qu'il est le père du royaume? Qu'est-ce qu'on entend par l'héritage du roi? Vous savez que le roi Téké n'est pas un homme qui a été propulsé au sommet de la société pour en tirer profit. Non. Le roi n'a pas amassé des richesses qu'une fois mort doivent être distribuées. Mais le véritable héritage royal est constitué par les objets sacrés. Les objets sacrés que les ritualistes recueillent et passent au roi qui succède. Ce ne sont que ces objets sacrés-là. Pour le reste, l'héritage profane, comme on le sait d'ailleurs, le roi n'est pas quelqu'un qui a été projeté au sommet de la société pour tirer profit des biens matériels. Non. Plutôt des biens spirituels. Ce que le roi peut laisser à son peuple, ce sont les biens spirituels. Et ces biens spirituels sont incarnés dans le matériel sacré qui se transmet de roi en roi lors de l'intronisation. Merci. Voilà, monsieur le prince Odunga Fidolin, l'historien, écrivain, chercheur, monsieur Opiele-Bianza vient de répondre à votre question. Alors, une autre question, monsieur Opiele-Bianza, quels sont... alors, la question est, comment est-ce que le peuple ou alors les sujets du royaume, quel comportement adoptent les sujets du royaume pendant le temps des funérailles? En effet, pendant le temps des funérailles, la première chose, l'ensemble des citoyens, une fois informés de la mort de leur souverain, comme je vous ai dit, les sujets doivent se protéger des influx maléfiques que dégage le corps du roi en putréfaction pendant 1, 2, 3 mois. Il se protège de ces influx, comme je disais, en portant la brindille de cette liane odoriférante, qui est la liane de bénédiction. Et la deuxième chose, ils doivent strictement observer les interdits liés au travail profane. On a dit que pendant 3 neuvaines, soit de 27 jours, personne ne doit aller dans la forêt, personne ne doit aller au marigot, etc. Et personne ne peut aller, parce que la mort du roi peut, à certaines occasions, pour punir, puisque le roi lui-même est en soi un fauve. Ces animaux totems sont la panthère et le lion. Donc le roi est capable de déclencher, de faire sortir ces fauves-là pour punir les sujets qui désobéissent
aux observances édictées par les membres du collège électoral. Voilà les comportements. Et puis, le reste du comportement, comme je vous ai dit, c'est que chaque sujet pleure son roi. Il frappe dans les mains. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Opiel-Ebiansa, pour cette réponse. Nous avons donc l'internaute Paul Fary. La succession royale est toujours linéaire en pays téké? Et toujours, s'il vous plaît? La succession royale est toujours linéaire en pays téké? Alors, linéaire, alors, en vérité, le pouvoir royal est héréditaire. Il est héréditaire dans les 6 clans initiaux de la royauté. C'est-à-dire que le pouvoir royal circule entre ces 6 clans. Et il faut noter que chaque clan a un rôle précis. En dehors de ce clan, il n'a pas de pouvoir. Et à l'intérieur de ce clan, le pouvoir n'est pas forcément transmis de père en fils. Non. Il peut passer d'un oncle à son neveu, d'un grand-père à son petit-fils. L'essentiel est qu'il soit de la même lignée et que cette lignée appartienne à une des grandes dynasties originelles. Et il y en a 6. Hors de cette dynastie, on court déjà vers ce qu'on peut appeler couramment de la tyrannie, ou pour dire un mot simple, de l'usurpation. Merci, Monsieur Opiel-Ebiansa, également pour cette réponse, pour cet internaute. Alors, nous avons Théodule Marius Anco. Bonsoir à vous, cher prince. Donc, qui nous dit les princes du royaume et neveu de l'invité. Donc, il nous laisse son contact pour les prochaines, pour participer aux prochaines émissions. Très bien, honoré de vous recevoir et merci. Nous prenons bien note pour une prochaine émission. Voilà, vous faire l'invitation. Voilà, nous prenons note également de votre contact téléphonique pour éventuellement organiser des rencontres sur le forum Cour Royale Princesse Batéké. Donc, Cour Royale Princesse Batéké est une passerelle qui fait donc la promotion de notre culture, de notre peuple, de notre identité. C'est un devoir de mémoire. Nous sommes ici, voilà, pour dresser toutes ces connaissances afin d'édifier cette nouvelle génération, ces enfants qui n'ont pas le contact, qui n'ont plus de contact avec la source, donc les fondements de notre peuple, d'où ce besoin justement de nous retrouver, ressasser ou alors exhumer toutes ces notions et ces connaissances pour que ces enfants soient au fait et ces enfants soient également informés et bien évidemment édifiés, pour qu'eux aussi puissent intégrer et se reconnecter à cette grande civilisation qu'est la nôtre. Voilà, pour qu'eux aussi puissent traverser cette mondialisation qui happe, qui engloutit les civilisations qui ne prennent pas garde au risque, voilà, d'être disloquées, d'être englouties et effacées complètement et avoir avoir des dires ou alors avoir un souvenir fut un temps où eût existé un peuple appelé Téké. Ce n'est vraiment pas ce que nous souhaitons. Alors, raison pour laquelle nous sommes là pour promouvoir et galvaniser nos connaissances, notre coutume, notre identité.
il n'est point question d'un repli identitaire, c'est d'abord se connaître soi-même pour mieux apprécier les cultures voisines et afin d'apprécier vraiment cette mondialisation, ce grand village planétaire. Voilà, c'est vraiment à nous de transmettre à nos enfants ces connaissances-là, à nous vraiment de faire ce devoir de mémoire. Une question donc de notre prince Serge Koussou Owai. Peut-on avoir le nom de si grandes dynasties, Monsieur Opiel Bianza? La question de notre prince Serge Koussou qui souhaiterait avoir les noms des 6 familles de la dynastie où l'on puise, dans lesquelles on puise les rois qui font la succession. Alors, les 6 grandes dynasties, je vais essayer de retrouver quelques-unes. Hein, ce sont les dynasties d'origine. Donc, il y a la première dynastie, je les donne comme ça, sans ordre de préséance particulier. Hein. Il y a par exemple la dynastie, donc vous avez, je m'excuse quelques instants, je vais recourir à un ouvrage là pour essayer de voir si je peux rapidement. Alors, on se laisse un petit temps de pause oui, s'il vous plaît, comme ça, je reviendrai un court instant. Bien évidemment, bien évidemment. Et pendant ce temps, adressez vos questions, chers internautes. C'est le moment vraiment de vous nourrir, de nous nourrir. Nous avons ce privilège d'avoir cet écrivain, notre écrivain Opiel Bianza. En rappel encore, pour les personnes qui arrivent, hein, pour ceux et celles qui se connectent, qui nous rejoignent maintenant. Donc, nous sommes en live spécial, émission pour voilà, rendre hommage à notre roi Ngempio, qui s'est éteint, voilà, qui a rejoint le grand cercle des ancêtres. Voilà, c'est notre chercheur, notre historien, notre écrivain qui a publié pas mal d'ouvrages que chaque soir, je me fais le plaisir, voilà, de vous rappeler ici. Donc, l'auteur Opiel Bianza qui publie donc aux éditions donc l'Harmattan également à Édilivre. Je vous présente encore quelques ouvrages de notre écrivain Opiel Bianza. Être femme dans la société, téké précoloniale. Donc l'ouvrage édité donc aux éditions Édilivre, voilà, que je vous présente ici à l'écran. Toujours de notre écrivain Opiel Bianza. Alors ces ouvrages, je vous invite vivement, voilà, que vous puissiez également vous en procurer et aussi vous nourrir et avoir un peu plus de connaissances, étoffer, voilà, vous réapproprier notre coutume. Voilà, ces notions sont vraiment des sources très fiables parce que notre chercheur qui va s'enquérir auprès de nos patriarches, auprès de nos anciens, voilà, et il nous les rapporte ici dans ces ouvrages, dans ces livres, voilà, dressés pour notre grande culture et notre grand peuple. Voilà, donc n'hésitez pas, allez donc vous en procurer, voilà. Humblement, je vous invite à voir ces ouvrages-là. Donc, notre écrivain est de retour. Nous arrêtons la pause musicale. Monsieur Opiel Bianza, donc en réponse du prince Serge Koussou, qui souhaitait avoir les noms des 6 familles de la dynastie dans lesquelles on allait puiser les remplaçants donc à la succession du trône. Oui, donc je ne veux pas me risquer au hasard, donc je veux vous en citer seulement ceux qui me viennent comme ça en mémoire, et puis je vous transmettrai les 3 autres camps dès à la fin de l'émission pour que vous répondiez à notre téléspectateur, plutôt à nos auditeurs. Donc il y a par exemple comme ça, un clan comme ça, ce qu'on appelle le clan Ekonsaon. Ekonsaon. Onzala. Onzala. Oui. Onzala. Je répète après vous. C'est des noms compliqués, je vais vous les transmettre.
hein, Oui, pour que d'ailleurs vous essayez de les mettre sur le forum, très bien. hein, pour que chacun de nous puisse en inspirer. Hein. Nous, Mais je ne saurais vous dire à quel clan tel ou tel roi a appartenu. Hein. Et là-dessus, d'ailleurs, dans un article que j'ai commis il y a quelques mois, je demandais à tous ceux qui se reconnaissent à quel clan appartiennent-ils pour qu'au moins les problèmes de succès très rapidement, dès après l'émission, hein, je prendrai un ouvrage, je vous dirai à quelle page vous trouverez les 6 clans. Que cet auditeur-là m'excuse. très bien. Monsieur Serge Koussou, voilà, donc notre écrivain nous transmettra donc les 6 familles que je vais voilà, retransmettre ici et épingler pour que voilà, nous puissions également tous prendre connaissance de ces, de ces 6 grandes familles dans lesquelles les rois sont puisés ou alors les rois sont élus. Voilà, merci à vous, Monsieur Serge Koussou, et merci également donc à Monsieur Opiele-Bianza pour cette réponse et ces lumières. Alors, toujours à vous, mes chers auditeurs, internautes, encore quelques questions avant voilà, de procéder donc à la conclusion. Nous savons bien que c'est un live très spécial. Essayer de comprendre comment est-ce que nous vivons le deuil royal en pays Téké. Est-ce que les femmes enceintes et les jeunes enfants ont également droit à la prise de... Excusez-moi, l'appel, voilà, je reviens. Est-ce que les femmes enceintes, les jeunes enfants ont droit aussi à ce temps de deuil? Est-ce qu'ils doivent être présents sur le lieu même de cérémonie funéraire? Non, généralement, ça, ce sont des catégories protégées. Hein. Ce sont des catégories protégées, des catégories qu'on estime sans défense et qu'un père de famille ne peut pas s'autoriser d'exposer. Et là, d'ailleurs, dans la tradition téké, lorsqu'il y a des événements comme ceux-là, il est interdit aux enfants isolés et aux femmes enceintes de se présenter. Donc, ça rentre dans le cas des catégories de personnes protégées. Merci, merci Monsieur Opiele-Bianza pour cette réponse à nouveau. Existe-t-il une parade du corps du roi durant le temps des cérémonies funéraires? Et puis, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les danses d'exhortation. C'est-à-dire, comme nous l'a dit un de nos auditeurs tout à l'heure, le roi ne meurt pas. Hein? Il va en voyage rejoindre ses prédécesseurs. Et pour que ce voyage se réalise dans de bonnes conditions, il faut qu'il soit accompagné quotidiennement des chants de passeurs de mémoire, ceux qu'on appelle les griots, hein, qui essaient de le replacer dans sa généalogie. Et ensuite, des chants de la gloire, les chants de la puissance, qui exhortent les forces royales à s'unir pour combattre l'éventuel mal que le roi peut rencontrer sur le chemin de son long voyage. C'est ça, c'est une parade sacrale en fait. Et le corps du roi est exposé au devant de la scène auprès de ses sujets. Comment est-ce que cette parade, dans ce sens, peut se vivre en fait au quotidien durant les neuvaines du temps de deuil? Oui, donc généralement,
le corps du roi est dans la cour du palais. Il est sous un toit protégé pour se protéger des intempéries. Et les parades se font, c'est vrai, dans la rue et dans la cour même. C'est vraiment, c'est des choses, il faut le voir. Il faut le voir. Il est très difficile de décrire ce genre d'exercice qui est un exercice vraiment de très haute mystique. Et on ne vient pas là en amateur. On doit être soi-même déjà bien imprégné de toutes ces notions-là. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce sont des équipes des grandes notabilités, des équipes de danse de grande notabilité, des parents et des enfants. Et les familles, les grandes familles, les 6 grandes familles reconnues ont un code vestimentaire bien précis ou c'est que du raffia? Non, non, non. Il n'y a pas un code, à ce que je sache, il n'y a pas un code vestimentaire reconnu. Peut-être qu'ils se reconnaissent. Et je vais beaucoup m'intéresser à cette question-là, maintenant qu'elle est posée. Peut-être qu'on les reconnaît par leur nom, pas par leur titre à la cour, mais par leur nom, parce que chaque clan a sa liste de noms. On se dit, je suis un tel, donc j'appartiens à tel clan. Mais il n'y a pas un code vestimentaire. Le code vestimentaire est le code de la dignité royale, le code de ces grands dignitaires du collège sacré, hein, qui est ce pagne de raffia frappé de peau de fauve, hein, et de petits tissus rouges. Il n'y a pas un code vestimentaire spécial pour chaque clan. Donc c'est à cela qu'on reconnaît ces grands dignitaires, donc comment dire, à ce tissu de raffia, cette peau de fauve et également le tissu rouge. C'est vraiment les dignitaires ou alors le collège sacral qui permet le choix du roi. Ah non, c'est tous les hauts dignitaires du royaume. C'est-à-dire tous ceux qui font partie de la classe de l'aristocratie foncière, c'est-à-dire ceux qui se réclament de la première occupation du sol. Les C'est Ngantier. eux, les Ngantier. Tous les Ngantier ont ce code vestimentaire. D'accord. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'aujourd'hui, chacun de nous peut se permettre de prendre tel tissu, etc. Et puis non, pas seulement ça. Ces gens-là doivent, c'est eux qui ont le droit de s'asseoir et d'être transportés en utilisant une chaise longue qu'on appelle le tipoy. C'est-à-dire une chaise qui est placée sur deux piliers en bois, que transportent 4 personnes, le tipoy. Eux seuls ont le droit de s'asseoir sur ce siège-là, tout comme sur le siège du roi. Aujourd'hui, nous avons banalisé tout ça. Bon, ben, ceux qui ont le pouvoir profane s'amusent à s'y installer. Et le tissu rouge, aujourd'hui, par exemple, pour le tissu rouge, il est devenu le symbole de l'appartenance, comme vous l'avez si bien dit, hein, à la mouvance de Mkwembali. Chaque enfant de Mkwembali se protège par le rouge et le noir s'il faut. D'accord, très bien. Et les plantes
comment dire, qui permettait de parfumer le corps du roi par rapport à la putréfaction et autres. De quel type de plante s'agissait-il? Donc là, c'est peut-être le secret de tous ces botanistes-là. En tout cas, à ma connaissance, même le cadavre, le corps d'un commun des mortels, hein, je ne sais pas quelles sont les plantes qui sont utilisées pour essayer de chasser les mauvaises odeurs. D'accord. Merci, monsieur Opiele-Bianza. Je pense qu'une dernière question, voilà, j'épuise le lot de questions qui m'ont été consignées par messagerie. Qui veille durant le temps des funérailles et de la conservation du corps du roi, qui veille à ce corps avant l'enterrement? Quelles sont les personnes autorisées à veiller sur le corps du roi? Tout naturellement, il y a les épouses royales, les enfants et les hauts dignitaires du collège sacré. C'est les trois grands groupes qui veillent sur le corps du roi. Et c'est d'eux que viennent toutes les décisions d'inhumer tel ou tel jour le corps du roi. Alors, il y a un internaute qui me posait la question, durant le temps de deuil, il existe un roi de... Alors, un roi de transition, voilà. Durant le temps de deuil, existe-t-il un roi de transition? Non, la royauté Téké ne connaît pas d'intérim. Tout simplement. Pour être roi, il faut être sacré. Donc, si la transition dure, si entre le décès du roi et la succession ou bien l'avènement d'un nouveau règne, peu importe le temps, c'est le conseil, le collège sacré, le conseil rituel qui est chargé d'assumer les responsabilités. Il n'y a pas quelqu'un que l'on désigne pour dire, ben, écoutez, asseyez-vous là, pour 2-3 mois, lorsque le roi viendra, vous serez parti. Non, il n'y a pas d'intérim dans la royauté Téké. À vous la parole. Je vais prendre 2-3 questions avant de clôturer et de faire la conclusion de ce live spécial pour le temps de deuil et en hommage à notre roi, Sa Majesté Ngempio, voilà, décédé le mardi 8 juin 2021. C'est son magistère donc son magistère a duré donc 17 ans. Il a accédé donc au trône en 2004 et donc le décès en 2021, ce qui fait voilà un magistère donc de 17 ans. Et également dans la lignée royale, il faut retenir que le roi, voilà, est le roi Ngempio, Sa Majesté le roi Ngempio est donc le 17e roi sur voilà la lignée royale, donc des différents rois de la dynastie royale, il est le 17e et également son magistère a duré 17 ans. Voilà, c'est vraiment une très grande personnalité qui a vraiment d'ailleurs le plus longtemps vécu au trône, hein, qui a longtemps régné dans notre royaume par rapport à ses prédécesseurs. Voilà, il a vraiment régné 17 ans, c'est vraiment c'est l'honneur voilà, de rendre hommage à cet illustre personnage, à ce digne fils du peuple Téké, voilà, qui a rejoint le cercle donc, des ancêtres. Ici, à vous la parole, mes auditeurs, voilà, posez encore ces 2-3 quelques questions avant voilà, de
faire les conclusions avec notre invité, Monsieur Opiele Bianza. Voilà, pour les personnes qui arrivent ou qui prennent en cours de route notre live, notre invité Opiele Bianza, c'est un écrivain, c'est un chercheur, c'est un historien, voilà, du peuple Téké. Il publie donc des nombreux ouvrages donc aux éditions L'Harmattan et également Eddy Livres. Les livres que je viens chaque dimanche donc à notre rendez-vous hebdomadaire, voilà, vous présenter, dans lesquels nous puisons les sources, ces sources qui sont donc vraiment solides et vérifiées, voilà, de par son grand travail, son travail de recherche, son travail historique, voilà, ce sont ces preuves-là sur lesquelles nous basons les notions que nous venons véhiculer ici avec vous. Donc, n'hésitez pas vraiment de poser les questions à notre historien, Monsieur Opiele Bianza. Donc, chers internautes, à vous la parole. Quelques instants avant de clôturer. À vous la parole. Balinga question, la poser la question. Parce que Brabe Kuni la Libla, historien Brabe Opiele Bianza, da publié qu'à l'Harmattan, da c'est sima basa Brabe Boreto. Donc, de ma vere Brabe sima. Donc, Brabe Kuni la couri, avec Brabe la question, oye li ba tegele ya ira. Oye li ba tegele ya ira. Donc, la poser la question avant que Brabe la clôture. Donc, Brabe la mémoire que historien à Brabe, excusez-moi, c'est vraiment les aléas du direct. Il est là vraiment pour nous édifier. C'est l'occasion, c'est le privilège qui nous est donné d'être comme ça en direct avec cette grande sagesse du peuple Téké, Monsieur Opiele Bianza. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder donc, à la conclusion. Ba question nya abo ba kara abo ba tere. Okula brabe tala brabe Opiele Bianza mi envere brabe sima façon aller lila onko no ampo. Fallait façon aller lila ngantie, kale lila e onko. Donc ben la poser la question à brabe avant que live à Ashura. Et encore la notion, comme je rappelle ce qu'il a dit, que c'est à travers les clans, les grandes familles, les 6 grandes familles dans lesquelles on allait puiser les rois, c'est grâce au clan. Donc la notion clanique est vraiment très importante. Je vous demande vraiment chaque soir, je vais peut-être me répéter, allez faire ces petites recherches-là, retrouvez quels sont vos clans, quelles sont vos familles. C'est aussi votre façon de vous réapproprier votre histoire. C'est aussi une façon, voilà, de refaire votre histoire, de vous mettre vraiment en connexion avec votre source. Et vous allez vraiment voir ce grand cercle familial qu'est la maison. Njo, la maison, c'est à travers, on dit, le bassin utérin. Donc, c'est vraiment la maison, c'est le ventre de la maman, la maternité même. Donc, la famille, c'est la lignée maternelle par rapport au clan. Donc, allez faire vraiment ces recherches-là. C'est une très belle notion. Demandez à vos parents, vos grands-pères, pour ceux qui les ont encore, vos tantes. Voilà un individu qui est composé de 4 clans, 2 clans paternels, 2 clans maternels. Avec ça, franchement, vous aurez déjà une prise sur votre culture, vous aurez déjà une prise sur votre identité. C'est vraiment très important. Ce n'est pas un fait à négliger. C'est une notion qui vous sera utile, qui nous sera utile si nous souhaitons vraiment bâtir, si nous souhaitons toujours faire cette promotion et si nous souhaitons toujours faire rendre hommage aux pères fondateurs et aux bâtisseurs même du fondement du peuple Téké. C'est vraiment grâce au clan, grâce à la lignée clanique. Voilà, faites ces recherches-là. Il n'est jamais trop tard. Je vous invite sans cesse. Retrouvez vos familles, reconnectez-vous à votre histoire et réappropriez-vous cette coutume-là. Donc, nous allons procéder à la conclusion si vous n'avez pas des questions. En tout cas, merci à vous pour vos questions également, chers internautes. Elles étaient vraiment, les questions étaient vraiment profondes et intéressantes. D'ailleurs, voilà, notre invité, Monsieur Opiele Bianza, qui a également pris plaisir de vous répondre et apporter des réponses à vos nombreuses questions.
Donc, sur ce, nous allons demander à notre invité son mot de fin ou sa conclusion pour ce live en hommage à notre illustre roi, Sa Majesté Ngempio. Monsieur Opiele Biantsa, à vous la parole. Merci bien, princesse. Écoute, les rumeurs circulent déjà. Elles annoncent l'enterrement de Condé Mpio pour le 31 juillet 2021. Ce sera probablement en mai. Devrait alors s'ouvrir très rapidement la campagne pour la succession que nous souhaitons rapide et en bon ordre, pour tout dire, loyale. Et le tout pour essayer d'effacer les horribles souvenirs des turpitudes, des ingérences extérieures dans les affaires du royaume que l'on a connues en 2004, qui ont, chacun se rappelle, failli installer sur le trône du pouvoir royal en paix un usurpateur. Donc, je terminerai donc par cette nouvelle de l'inhumation de Rwanda Mpio. Et pour le forum, à votre endroit, princesse, je vous remercie énormément de m'avoir donné l'occasion, en parlant de cette tradition des funérailles royales en pays Téké, de m'avoir donné une occasion de participer à ce grand deuil qui frappe tous les sujets de Sa Majesté. Ce forum est bienvenu, c'est le seul endroit où, dans la diaspora, on a pu au moins dire tout haut l'amour, la sympathie et tout ce que nous portons envers cette grande organisation politique, qui unit en réalité tous les tickets que vous avez énumérés à travers le bassin du Congo. Princesse, je vous remercie énormément et comme promis, je veux traverser là de 2 pas, je vais aller dans ma petite bibliothèque pour vous transmettre très rapidement les noms des 6 clans que mon interlocuteur attend. Allez, je vous remercie beaucoup, chers amis. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Merci d'avoir partagé ce temps de deuil pour ce live spécial en compagnie de la cour royale princesse Batéké, et merci d'être toujours présent à notre invitation. C'est vraiment un grand honneur que vous apportez donc à la cour royale princesse Batéké, et nous serons encore honorés de vous revoir sur notre forum, et nous vous souhaitons une belle fin de soirée et un très bon dimanche, Monsieur Opiele Biantsa. Merci bien, princesse. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, chers amis, mes chers rois, mes chères reines, mes princes, mes princesses, nous avons passé un très beau moment avec notre écrivain, Monsieur Opiele Biantsa, donc le chercheur, l'historien, ce grand auteur, qui écrit des ouvrages, des multiples ouvrages que je vous présente chaque soir. Encore ce privilège d'avoir eu un échange en direct avec cette grande sagesse du peuple Téké. En rappel, ici pour vous, donc pour notre prince Serge Koussou Owai, donc l'historien, écrivain, chercheur, Monsieur Opiele Biantsa, vous revient assez rapidement par rapport à votre question. Il viendra nourrir réponse à cette question-là sur les six grandes familles dans lesquelles on puise les rois. Donc vous aurez sous peu ou dans quelques heures un retour que je me ferai un devoir de vous transmettre. Voilà, donc mes rois, mes reines, donc nous allons retenir que en pays Téké, le décès d'un roi ne se vit pas en larmes, mais plutôt par des oraisons funèbres, donc des chants, des acclamations,
un témoignage pour cet illustre personnage. Voilà la majesté, sa majesté le roi Ngampio quitte voilà la terre des vivants et il s'en va rejoindre donc le grand cercle de nos ancêtres. Donc nous nous inclinons également avec toute la cour royale en B. Comme j'aime le dire que le peuple Téké est un peuple unique. Hein, il n'y a pas de Téké du Gabon, il n'y a pas de Téké du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola, Centrafrique, Sud-Ouest Cameroun ou Tchad. Les pères fondateurs du peuple Téké, lorsqu'ils avaient institué ce beau peuple, ils étaient à 1000 lieues de se dire qu'un jour, ce grand peuple serait morcelé par l'avènement donc de la colonisation. Nous avons vu naître ces frontières qui ont séparé des familles des part et d'autre, n'empêche que ces familles sont toujours des mêmes. Donc le Téké du Gabon, le Téké du Congo-Brazzaville, le Téké du Congo-Kinshasa, le Téké Congo-Kinshasa, donc Congo démocratique, de l'Angola, c'est vraiment le Téké même du fondement des peuples de la civilisation Téké. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Lorsque nous sommes endeuillés, c'est le Téké sur son ensemble, sur cette grande zone, l'étendue où est dressé notre royaume, le royaume du peuple Téké. Nous sommes endeuillés, mais nous chantons l'illustre personnage, la majesté du roi Ngampio, voilà, et également comme l'a annoncé, voilà qu'il avait une date qui avait été certainement arrêtée, qui n'est pas encore rendue officielle, mais qui commence quand même à prendre forme, que l'enterrement donc de notre roi Ngampio serait certainement arrêté pour la date du 31 juillet 2021, à savoir que cette date augure également le lancement de la campagne du choix du futur roi qui pourra accéder ou qui fera la succession au roi Ngampio. Voilà, donc vous dire également, c'est notre coutume, c'est ainsi que nous magnifions la mémoire des disparus, l'illustre disparu, le roi se chante, le roi est accompagné par des chants. Voilà, donc retenons ça. La lignée royale, nous n'avons pas, comment dire, un temps d'intérim. Il n'existe pas d'intérim, il n'y a pas de roi pour faire l'intérim jusqu'à la date du prochain roi élu par le collège sacral, comme il l'a dit, le choix qui sera fait par les 6 familles qui détiennent donc les attributs et le pouvoir royal. Donc ces 6 familles se réuniront en conclave et suite à cette réunion de conclave, ils pourront justement remettre les attributs au nouveau roi que nous aurons également le plaisir de magnifier par un live également de bienvenue au futur roi. Voilà, mes chers rois, mes chères reines, princesse Aline depuis Lyon, je vous remercie pour ce temps que vous accordez donc à notre forum, à notre page. Voilà, merci à vous, merci de partager ce live. C'est notre moment, c'est notre temps, un hommage à cet illustre personnage du roi Ngampio. Le roi ne meurt pas, le roi s'éteint parce qu'en pays Téké, un roi ne meurt pas, mais il s'éteint pour aller briller encore plus haut et veiller sur ses sujets. La vela d'abo abaka la kuribe ma la rime maintenant brabe kunle ya maraiga esme basir ba dabla banana donc brabe lou la recevait au pied les bienta et écrivain ba brabe lou live spécial. Donc le live spécial, nous n'avons pas respecté le temps imparti de 1h30 comme d'habitude. Puisque c'est un live spécial, nous avons débordé bien évidemment parce que la question et le sujet en vaut vraiment le détour. Voilà, rendre hommage à un roi ne peut pas se faire en un laps de temps. Il faut vraiment se poser, bien comprendre les contours de la question. Donc nous avons fait ce soir les contours de la question avec notre écrivain, notre historien, notre chercheur, Monsieur Opiel Ebianta. Voilà, donc nous retenons que le roi s'est éteint, mais il ira briller au-delà, auprès
et avec ses successeurs, ses prédécesseurs autant pour moi, avec ses prédécesseurs, donc dans le monde des ancêtres. La Velabelle, la Kabbalah, partagez ce live pour édifier les jeunes enfants. C'était notre temps. Voilà, notre repas culturel, comme j'aime à le dire. Également, donc, de partager ce live, c'est aussi votre... c'est le moyen pour vous de participer à la promotion donc, de notre culture. Partager, c'est faire ce devoir de mémoire de notre grand peuple, le peuple Téké. Aboua Mela Velabelle Akourebe et Andari Abrabe, toujours ya cour royal process Bateke, la Velabelle Akourebe. Donc, Brabe live, le vous menafa, Bela Kabi, Brabe Ara, et Touré Ouvro, la Araboua, la Velabelle Akourebe. Merci. Donc, avec ce petit chant, voilà cet horizon funèbre, donc c'est donc les musiques, ici c'est toujours la promotion musicale de notre peuple, donc le groupe c'est Mintiemi, le groupe Mintiemi, voilà. Nous n'avons pas donc les droits d'auteur sur cette musique, nous sommes là juste pour la promotion de notre folklore musical. La Velabelle, à bientôt et très bon dimanche, bonne soirée pour ce temps de recueillement et nous nous retrouverons bientôt pour fêter l'arrivée de notre roi, notre futur prochain roi. En tout cas, qu'il se repose en paix, Sa Majesté le roi Ngenkyo. Nos pensées et nous nous inclinons face à cet illustre enfant du pays Téké. La Yaraboua, bon dimanche.